l'Afrique s'engage-t-elle dans la révolution numérique? Dans les pays émergents comme la Chine et le Brésil, l'économie numérique a contribué à plus de 10% de la croissance totale du produit intérieur brut entre 2008 et 2013. En Afrique, chaque année, l'Internet gagne du terrain. Près d'1 milliard d'Africains sont équipés en téléphone portable, illustrant ainsi une progression spectaculaire au cours des 10 dernières années. Les opérateurs téléphoniques ont déployé des réseaux de 3e et 4e génération, les fameuses 3G et 4G, et ils ont ainsi généralisé l'accès au net. Le rôle des télécommunications dans la croissance du continent est donc indéniable. Cependant, des points d'ombre demeurent, comme les infrastructures de base, notamment l'électricité courante, les retards et les coûts élevés des ressources technologiques importées, l'absence de régulation qui proposerait aux consommateurs une offre abordable et adaptée à ses besoins. Pourtant, au Congo, Yves Castanou, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, veut faire de son pays un champion de l'économie numérique et l'accompagner ainsi vers l'émergence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'état des lieux des postes et des télécommunications ici au Congo? Quelle est la situation aujourd'hui? La situation du marché des télécoms au Congo, nous avons 4 opérateurs de téléphonie mobile, un opérateur de téléphonie fixe, nous avons une multitude d'acteurs, des prestataires de services postaux, DHL, Fédéral Express, et puis beaucoup d'acteurs locaux congolais. Nous avons un paysage qui est donc assez bien garni, avec une multitude d'acteurs. Je ne compte même pas les fournisseurs d'accès à Internet qui sont tout aussi nombreux. Bref, nous avons beaucoup d'acteurs de l'écosystème numérique. Et dans cette multitude d'acteurs, quel est le rôle exact de la RPCE? La RPCE a été créée en 2010, officiellement en 2009. Étant donné que nous sommes dans un secteur qui est très concurrentiel, un secteur qui évolue très vite, un secteur qui est aussi très technologique, l'État a pensé, conformément aux standards internationaux, conformément aussi aux règles de l'UIT, l'État a pensé qu'il fallait mettre un arbitre, un régulateur. Nous sommes le régulateur. Le régulateur, c'est un arbitre, c'est un juge, c'est un policier, donc un gendarme, qui est là qui a une mission très délicate, qui doit veiller sur les intérêts aussi bien des consommateurs, de l'État, mais aussi des opérateurs de téléphonie eux-mêmes. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'aucun opérateur de téléphonie qui investit de l'argent ne perde de l'argent au final. Donc nous avons un rôle qui est délicat, c'est vraiment un rôle tripartite en fait. Donc vous le disiez, la RPCE a été conçue en 2010, a été lancée en 2010. C'est une agence, si j'ai bien compris, qui a été donc créée de toutes pièces, qui est sortie du néant presque. Oui, tout à fait. Elle est totalement sortie du néant. Elle est, en 4 ans, tout à l'heure je vous ai dit qu'elle avait tout à faire. On est parti de zéro, mais avec une grande vision. Avec une grande vision, avec une bonne motivation et beaucoup de persévérance. Voilà pourquoi en 4 ans seulement, enfin en 3 ans en vérité, nous pouvons vous accueillir dans cet environnement ultra moderne, professionnel, dynamique, aéré, épuré, qui est le nouveau siège social de la RPCE. C'est un exploit pour le Congo, c'est un exploit parce que ça ne s'est pas fait au Congo. Nous avons donné une impulsion, nous avons pu construire un bâtiment de ce type-là, aussi intelligent, aussi moderne, en seulement 3 ans, sur fonds propres. C'est-à-dire pas avec le concours de l'État, mais avec le concours des banques privées. Mais nous voulions aussi montrer que les jeunes sont capables de faire des choses extraordinaires. Si seulement on croit en eux, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Tout n'est pas dans le fait d'avoir beaucoup d'argent ou pas. Tout est dans la vision. Et la vision appelle des provisions. Ce que vous voyez ici aujourd'hui n'est que le fruit de cette vision-là. Mais en vérité, ce n'est pas notre vision. C'est la vision du chef de l'État que nous avons matérialisée. Nous nous sommes appropriés la vision du chef de l'État. Nous avons couru avec la vision du chef de l'État pour réaliser ce beau bijou dans lequel nous sommes aujourd'hui et pour lequel nous sommes humbles et reconnaissants. Alors vous êtes un observateur du coup privilégié pour le Congo bien sûr, mais aussi pour l'Afrique. Et c'est un secteur qui est en plein boom actuellement. Nous sommes un observateur privilégié pour le Congo bien sûr, pour la sous-région parce que nous nous connaissons les uns les autres, nous nous côtoyons les uns les autres. Et même de manière générale un peu pour le reste de l'Afrique. Un bon régulateur, à mon avis, n'est pas seulement focalisé sur son pays, de regarder un peu les tendances, les évolutions, les services, tant en Afrique que dans le reste du monde. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui se passe dans le monde va finir par arriver en Afrique. Et ce qui se passe en Afrique aussi finit par arriver dans le reste du monde. Donc oui, nous sommes des acteurs privilégiés, sur le secteur en tout cas. Et sur ce secteur-là, on parle d'un boom des télécoms en Afrique. En disant que le boom des télécoms, il a déjà eu lieu. Le boom des télécoms a eu lieu déjà il y a quelques années de cela. Par contre, on est dans une autre dimension aujourd'hui qui est le boom de l'économie numérique.
Donc l'économie numérique, ce n'est pas seulement les télécoms, mais c'est les télécoms et l'ensemble des services qui sont autour de télécommunications. Les gens parlent parfois de mobile money, les gens parlent de l'Internet, les gens parlent du haut débit. Vous savez très bien ce que l'Internet haut débit amène. Aujourd'hui, les gens n'ont plus un simple téléphone. Voilà pourquoi on ne parle pas que du boom de les télécoms, mais on parle du boom des services. Parce qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est comme un centre commercial. Vous rentrez dans un smartphone, dans un téléphone intelligent et vous avez une multitude d'applications. Vous rentrez dans le monde, vous rentrez en Asie, vous rentrez en Afrique à travers des applications développées à travers ces plateformes téléphoniques. Donc c'est le boom du numérique, si vous voulez. Pas juste des télécoms, parce que quand on dit télécom, parfois c'est un peu restrictif. On ne pense qu'à la voix. Or là, on ne parle pas que de la voix, on parle du monde des communications électroniques, donc du monde du numérique. Donc, toute la multitude des services qu'il y a autour de cette économie, en fait. Là, qui est d'ailleurs qualifiée aujourd'hui par la Banque mondiale d'économie la plus dynamique. Justement, mais dans cette économie dynamique, où se trouve l'Afrique? L'Afrique, qui a été pendant longtemps en retard dans les autres secteurs d'activité, voit aujourd'hui, à travers le numérique, des relais de croissance, c'est-à-dire un marché, un secteur par lequel l'Afrique peut rattraper son retard. Alors, ce n'est pas que des bons mots, c'est vraiment une réalité. Parce qu'aujourd'hui, à travers les services, le monde est dématérialisé. Ça veut dire que pour aller en Amérique, on peut aller en Amérique avec un clic de souris. On peut aller en Amérique à travers une application aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire forcément un voyage pour acheter, par exemple, des produits, des marchandises en France. On peut acheter des marchandises en France à partir de l'Afrique, tout comme on peut venir en Afrique à partir de l'Internet. Donc on est dans une économie qui est plutôt dématérialisée. Donc la place de l'Afrique, l'Afrique est stratégique aujourd'hui, parce que l'Afrique va pouvoir rattraper son retard à travers les services. Et en tout cas au Congo, on a cette stratégie, mais il n'y a pas que le Congo. Je vois il y a beaucoup de pays, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, qui sont en train de prendre leur envol, qui sont en train de tirer la croissance africaine à travers les technologies, à travers l'économie numérique. Et ça, c'est une stratégie pour la RPCE ou vous parlez de manière générale pour le pays? C'est-à-dire que c'est une volonté vraiment qui vient du gouvernement? L'RPCE est une administration publique. Ce que l'RPCE fait, elle le fait pour le compte de l'État. Ce que l'RPCE fait, elle ne fait qu'accomplir la vision du chef de l'État. Le secteur du numérique est un secteur pourvoyeur d'emplois. Les entreprises de téléphonie mobile ont créé beaucoup d'emplois, c'est vrai, directs et indirects. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le cas du Congo, il y a plus de 700, 800 emplois directs créés. Mais il y a des milliers d'emplois indirects qui sont créés par le secteur de la téléphonie mobile. Je ne parle même pas encore du secteur des différents services à valeur ajoutée qui sont en train de voir le jour au fur et à mesure que les infrastructures de télécommunications et des réseaux se développent. Donc c'est sûr qu'on est au début d'une nouvelle ère. Ça, je le dis sincèrement, on est au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle histoire pour l'Afrique qui doit tirer sa croissance à travers l'économie numérique. Et en termes d'infrastructures, justement, on a encore un souci de fibre optique. Comment est-ce que vous voyez cette situation se décanter rapidement? En vérité, c'est déjà décanté. Aucun pays d'Afrique n'est en marche. Tous les pays d'Afrique ont compris l'importance du haut débit ou du très haut débit. Les infrastructures de base, l'énergie, les télécommunications, les transports. Les télécommunications font partie des infrastructures de base dans lesquelles tous les pays sont en train d'investir. Tous les pays, la sous-région, les autres pays sont en train d'investir. Le Congo n'est pas en reste. Nous avons investi dans le maillage au niveau national de la fibre optique. Ça, c'est la première étape. C'est bien de construire des infrastructures. Après, il faut les exploiter. Ça, c'est le deuxième volet. Mais tous les pays sont en train de le mettre en place. Donc oui, les pays ont compris qu'il fallait impérativement avoir des infrastructures. Autour des infrastructures, maintenant, on construit des services. Et notre prochain challenge sur lequel nous travaillons déjà, ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est les services qu'on met au-dessus des infrastructures. Par exemple? La santé, ce qu'on appelle communément le e-santé, e-éducation, e-administration, cybercriminalité, parce que c'est bien de parler aussi des technologies. C'est bien de parler de la fibre optique, de l'Internet. Mais vous savez très bien que toutes les nouvelles technologies viennent avec leurs avantages et c'est leurs inconvénients. Donc ces technologies-là viennent avec de nouveaux challenges, des problèmes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Il y a des problèmes que d'autres pays qui sont précurseurs, qui sont plus en avance, ont connus, sont en train de connaître aujourd'hui. Criminalité. Bon, ça c'est un peu le revers de la médaille, mais ce sont des challenges auxquels il faut faire face, auxquels les pays d'Afrique doivent être préparés. Et ils s'y préparent. Certains le font bien, d'autres le font mal.
ou le font en tout cas moins bien, mais c'est clair que ce sont des enjeux qui sont énormes pour demain. Donc les applications, on parle du mobile money, il y a une multitude d'applications. Moi je pense beaucoup à l'éducation surtout. Je pense beaucoup à l'éducation parce que je pense qu'à travers l'éducation, si on forme bien les générations d'aujourd'hui, si on forme bien les gens d'aujourd'hui, demain on aura un vivier de gens compétents, des gens qualifiés qui pourront aller dans le monde entier, apporter leur savoir-faire, apporter la maîtrise, l'expertise africaine, pas congolaise seulement, mais africaine, dans le reste du monde. De la même manière que l'Inde aujourd'hui amène l'expertise dans le domaine des services en Europe et aux États-Unis, ben moi je rêve du jour où les Africains exporteront leur savoir-faire, en restant en Afrique toutefois. Ils créeront des entreprises dans le monde entier, ils créeront des entreprises en Inde, en Chine, en Amérique du Nord, dans le Moyen-Orient. Mais ce sont des entreprises africaines qui iront, qui prospéreront, qui marqueront un impact dans ces différents pays-là. Entre guillemets, pour la gloire aussi de l'Afrique. Et pour ça, il faut, j'imagine, qu'il y ait de plus en plus d'opérateurs africains, qu'il y ait de plus en plus de compagnies avec des sociétés, des capitaux africains. On est sur le cas du Congo. La majorité des opérateurs de téléphonie mobile ici sont étrangers. Il y a, je crois, une compagnie qui est une compagnie à capitaux congolais. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'accueillir des nouveaux opérateurs? Est-ce que moi, à mon niveau, je peux monter ma boîte demain de téléphonie mobile? Si vous avez les investissements, vous avez la capacité financière et la capacité technologique, c'est bien. Mais je vais vous dire une chose, il faut relativiser les choses. Bon, déjà, est-ce qu'au Congo, les gens peuvent le faire? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est forcément pertinent de rentrer dans des marchés qui sont déjà saturés en termes de nombre d'abonnés, en termes de taux de pénétration, de couverture? Ce n'est pas forcément pertinent, pas forcément judicieux. Par contre, il y a des secteurs porteurs. La téléphonie mobile n'est pas le seul secteur porteur. Aujourd'hui, les Google, les Facebook, les Yahoo, les Twitter ne sont pas des opérateurs de téléphonie mobile. Mais ils sont très performants. Ils sont encore plus performants que les opérateurs. Pourquoi? Ils ont trouvé des niches. Ils ont trouvé les problèmes, ils ont trouvé des besoins et ils ont répondu aux besoins. Ils sont distingués. L'avenir n'est pas forcément dans la téléphonie mobile en tant que telle. Même les opérateurs mobiles que vous voyez aujourd'hui doivent se transformer. S'ils ne se transforment pas, ils vont mourir. On a vu beaucoup de sociétés mourir parce qu'elles n'ont pas su prendre le virage technologique. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas tellement pour nous, en tout cas, c'est pas tellement est-ce qu'on peut donner une nouvelle licence. Quand moi, je reçois des entreprises qui soient acteurs du secteur du numérique ou autres, je leur dis, vous savez, il faut regarder les opportunités. Il faut penser à demain. Quels sont les besoins auxquels on a envie de répondre demain? Quels sont les challenges de demain? La communication. Les gens veulent communiquer. Alors pourquoi ne pas, par exemple, créer des réseaux sociaux à vocation africaine ou à vocation régionale, etc. C'est bien les Facebook, mais pourquoi ne pas imaginer que demain, on aurait une multitude d'entreprises à vocation africaine qui se créeraient autour des besoins des Africains, des spécificités africaines. C'est juste un exemple, hein, juste pour dire que la valeur ajoutée se fait sur les services, pas sur les infrastructures. Aujourd'hui, investir dans un opérateur de téléphonie mobile, ça coûte extrêmement cher, très cher. Par contre, créer des services, ça ne coûte pas si cher que ça. Regardez WhatsApp, racheté par Facebook il y a quelques temps, pour beaucoup d'argent. Mais à l'époque, c'était qu'une idée. Ils ont compris qu'il fallait faire en sorte que les gens communiquent à moindre coût. Mon point, c'est juste pour dire qu'il y a des multitudes d'opportunités. Il faut juste trouver les bonnes idées. Puis il faut se lancer, il faut avoir une grande vision en commençant petit, et puis en allant progressivement, en étant très persévérant, parce que le marché africain a ses spécificités aussi. Ce n'est facile nulle part, c'est clair. Mais en Afrique, il faut être tenace. Hein. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques, au moment où nous enregistrons cet entretien, vient de sanctionner 2 opérateurs. Pas des moindres, c'est les 2 principaux opérateurs ici au Congo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé à cette sanction? Il s'agit d'abord des sanctions financières. C'est le résultat d'un long processus. Ça dure depuis 2 ans. Depuis à peu près 2012, comme dans d'autres pays, nos opérateurs de téléphonie mobile sont passés à la 3G, ont déployé des réseaux 3G. Au moment où les déployés, il y a eu beaucoup de perturbations qui ont été observées sur les réseaux. Nous avons été patients, nous avons accompagné cette transformation parce que c'était de nouveaux services, si vous voulez, qui venaient sur le marché. Mais il y a eu quand même une dégradation, une forte dégradation de la qualité du service depuis pratiquement 2 ans. Donc le régulateur a fait un travail quotidien, un travail avec les opérateurs pour faire en sorte que la qualité ne soit pas dégradée sur une longue période. Bon, depuis quelques temps, nous avons quand même constaté, pas nous seulement, hein, mais la population de manière générale. Hein. Bon, entre parenthèses, le Congo n'est pas le seul pays
Dans tous les pays où ils ont commencé à déployer des réseaux 3G, 4G, il y a eu beaucoup de perturbations. Donc on n'est pas les seuls. Mais c'est vrai qu'ici, les perturbations ont duré. Ce n'est pas uniquement à cause de la 3G. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons électriques, il y a des raisons d'organisation des entreprises, il y a des raisons des fournisseurs, des différents partenaires de ces différentes entreprises. Donc bref, on est arrivé à une situation, nous, depuis pratiquement un an, qui était assez intenable. Alors qu'est-ce que le régulateur a fait? Le régulateur, en tant qu'arbitre, qui doit protéger les intérêts de l'État, des opérateurs eux-mêmes, c'est vrai, mais aussi des consommateurs. Il n'y a pas un consommateur au Congo qui ne se plaignait chaque semaine de la mauvaise qualité. Donc nous avons adressé des mises en demeure aux 10 opérateurs en janvier 2014 et, pour corriger les différents problèmes. Malheureusement, c'est vrai qu'ils ont commencé à prendre des mesures correctives, mais ce n'était pas suffisant. Donc là, ce que nous avons voulu faire, c'est donner des sanctions financières. Malheureusement, oui, il faut le faire pour, si vous voulez, comme on dit chez nous, faire bouger les lignes. Parce que les sanctions financières ont généralement vocation à créer des petits séismes au sein des états-majors des opérateurs et à les pousser à vraiment prendre des mesures draconiennes pour faire en sorte que la qualité de service sur l'ensemble du territoire national soit rétablie. Il y a quand même un minimum qu'il faut avoir. Au mois de janvier, nous avons fait une réunion avec les opérateurs. Nous nous sommes rendus compte que tous les indicateurs inscrits dans le cahier des charges, les indicateurs de qualité de service étaient tous au rouge. Et ça, c'est dans tout le pays. Et c'était inacceptable. Pour ces deux seuls opérateurs, on est d'accord, MTN et RTL. Pour les opérateurs dominants. Pour les opérateurs dominants, RTL et MTN. Les opérateurs non dominants, comme Azur et comme Warid, ont des réseaux un peu plus, pas encore saturés, si vous voulez. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi le fait que les réseaux sont saturés. Les réseaux ont été conçus pour supporter un certain nombre d'abonnés. C'est comme une route. Elle est conçue, par exemple, pour recevoir 1 million d'usagers de voitures. Mais si elle en reçoit 3 millions, forcément, il va falloir revoir la route. Donc, il va falloir faire des extensions de route. C'est ce qui se passe dans les réseaux de téléphonie mobile. Ils sont dimensionnés pour pouvoir supporter une certaine capacité. Mais lorsqu'on dépasse la capacité, il faut prendre des mesures lentes ou rapides. Ce que nous voulons, c'est des mesures rapides. C'est vrai que c'est un processus. Ils ont déjà commencé, il faut le reconnaître aussi, il faut le dire. Mais le problème, c'est que ça va extrêmement lentement. Et il s'agit juste de donner un coup d'accélérateur à tout cela pour faire en sorte que la qualité qu'ils doivent offrir aux abonnés, aux clients, soit la qualité optimum, la qualité standard, la qualité acceptable. Quels sont les grands chantiers de la RPCE? Depuis 2010, la RPCE a eu beaucoup de chantiers. Nous nous sommes attaqués à un peu tout. Nous étions, pendant les 3 premières années, nous sommes dans la 4e année. Les 3 premières années ont été des années j'ai envie de dire, de bataille, de projets, essentiellement de projets. Le but, c'était pour nous faire en sorte que le Congo figure dans les top 5 des pays leaders, vraiment des pays modèles, des pays qui inspirent et des pays qui organisent parfaitement le secteur du numérique. Donc, nous nous sommes lancés dans une multitude de chantiers. Le premier, c'était pour d'autres pays, c'est peut-être pas important, mais pour nous, c'était important. Il a fallu revoir la numérotation, il fallait augmenter le nombre de ressources en numérotation, parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas assez de ressources en numérotation. Nous avons augmenté, nous avons fait une campagne très importante d'identification des abonnés. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont souffert de ça, qui ont encore des challenges, des difficultés aujourd'hui. Nous, en 6 mois au Congo, nous avons parcouru tout le pays en 6 mois. Nous avons été partout dans le pays pour expliquer aux gens l'importance de s'identifier, qu'à chaque carte SIM corresponde une identité précise. Parce qu'il y a quand même le téléphone mobile qui, logiquement, était supposé être une source, entre guillemets, de bénédiction, est devenu une source de malheur pour beaucoup d'autres, les appels inciviques, les menaces, mais on ne sait pas qui est derrière parce que les gens ne sont pas identifiés. Et ça, ce n'est pas un phénomène congolais, c'était un phénomène africain. Et donc voilà, ça a été vraiment un de nos gros chantiers, des premiers chantiers. Nous avons réussi, je crois, en 6 mois à avoir 92% quand même d'identification. Et jusqu'à aujourd'hui, nous faisons des contrôles récurrents pour nous assurer que chaque carte SIM correspond à un numéro de téléphone. Nous avons mis en place les points d'échange Internet, le premier point d'échange Internet en Afrique centrale. Au niveau du Congo, nous l'avons mis en place. Nous avons mis en place un centre de supervision et de suivi du trafic téléphonique. Aujourd'hui, au Congo, nous sommes en mesure de monitorer et de surveiller le trafic entrant, le trafic sortant, le trafic échangé entre les opérateurs. C'était un gros projet que nous avons mis en place. Nous avons mis en place le projet de récupération de l'identité numérique du Congo, le point CG. Le Congo n'avait pas d'identité numérique sur la toile. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Nous sommes en train maintenant en 2014 de vulgariser pour que les entreprises congolaises, les particuliers puissent s'approprier facilement le point CG. Enfin, il y a une multitude de projets sur lesquels nous avons travaillé et il y a une multitude de projets tant au niveau des fréquences, etc., au niveau des services, tout à l'heure je le disais.
nous sommes honnêtement sur tous les fronts. Et quelles sont les perspectives justement? D'ici sans doute 2020, le monde de la téléphonie mobile tel qu'on le connaît ne sera plus le même. Alors les perspectives sont nombreuses, les changements à venir sont très nombreux. Et il faut que tous les États s'adaptent, il faut que tous les pays s'adaptent à ce virage. Si vous vous concentrez seulement sur la téléphonie mobile qui a connu un boom il y a 10 ans, ça ne sera plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'appellent même plus forcément avec leur téléphone. Les gens n'envoient même plus de SMS seulement avec leur téléphone. On s'envoie des SMS avec beaucoup d'applications qui sont dans les téléphones, mais sont passées par les réseaux téléphoniques. Voilà, donc il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la question des data centers, il y a la question de l'e-administration, tout à l'heure j'en parlais, il y a la question de la cybercriminalité, qui sont des véritables challenges. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de venir, et les opérateurs l'ont compris. Même en Occident ou dans les pays un peu plus structurés, tous les pays ont compris que le monde de la téléphonie est en train de changer. Nous sommes dans un virage. Donc il faut s'adapter, il faut former les gens par rapport à ce virage, il faut informer, c'est ce qu'on fait. Il est temps de passer à notre séquence. Ponctuation avec notre interview en pointillé. Yves Castanou, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? J'ai une perspective de l'avenir qui me remplit de confiance. Là où tout le monde dit que ça va mal, moi je dis que ça ira bien. Là où tout le monde est impatient, moi je suis patient. Là où tout le monde voit que le noir, moi je vois la lumière. Alors, quels sont les points d'interrogation? C'est quand? Quand est-ce que les choses prendront forme? Quand est-ce qu'on verra l'émergence de cette Afrique que l'on veut moderne, dynamique, structurée? C'est quand? Parce que je sais que ça viendra, c'est inévitable. Nos enfants vivront, ou les enfants de nos enfants vivront sur une Afrique meilleure, j'en suis convaincu. Quand? Je ne sais pas. Quel est votre point d'exclamation? Je déteste la médiocrité. Quand on fait des choses, si on doit faire les choses, faites-les bien. Si vous voulez faire quelque chose, faites-les avec excellence. Faites-les avec passion. Mais ne faites pas les choses de manière désordonnée, médiocre, minable, etc. Mon point d'exclamation, c'est arrêtons la médiocrité. Voilà. Quels sont vos points de suspension? Comment faire pour y arriver? Je pense à l'éducation, par exemple. Mes points de suspension, c'est j'imagine, pour arriver là où on doit arriver dans 5, dans 10, dans 20, dans 25 ans, on ne le fera pas sans les hommes. Comment est-ce qu'on fait pour transformer le niveau de vie des gens, pour transformer la mentalité des gens au niveau to have a better mind, Mindset. Penser gagnant, penser conquérant, penser positif, penser capable. C'est comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour éduquer les gens? Qu'est-ce qu'on met en place comme plateforme, comme environnement, comme application, comme outil? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les vies des gens changent positivement? Si je dis Afrique, quel est le point fort? Les ressources. C'est ce que tout le monde dit, mais ça ne veut rien dire. On peut avoir les meilleures ressources au monde puis ne pas savoir les utiliser. Donc, le point fort Afrique, oui, c'est les ressources. Mais je répète, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une finalité. Si je dis Afrique, quel est le point faible? L'éducation. Il faut arriver à transformer les mentalités. Tous les grands acteurs, petits acteurs reconnaissent que le challenge avec l'Afrique, ce n'est pas le territoire, ce n'est pas le pays en tant que tel. Donc tout ce qu'il faut, c'est changer là. C'est transformer les mentalités. Ne laissez jamais quelqu'un croire en vous plus que vous-même. S'il y en a un qui doit être le premier à croire en vous, c'est vous-même. Les autres peuvent croire ou ne pas croire, mais croyez d'abord vous-même en vous-même. Voilà. Et un des challenges que nous avons en Afrique, un de nos grands points faibles, c'est que nous ne croyons pas en nous. Donc l'éducation. L'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Éduquer. Je ne parle pas seulement du niveau académique. On peut aller à l'école, puis ne pas croire en soi. On peut être doctorant ou master, etc. Mais ne pas croire en soi. Donc je parle de l'éducation à tous les niveaux. Je parle de comment transformer les mentalités, comment faire pour donner un avenir meilleur, une éducation meilleure, mais d'abord au niveau du système de pensée. Quel est votre point final? Mon point final, moi je suis comme beaucoup, je rêve. Mon rêve n'est pas un rêve passif, mon rêve est un rêve actif. J'imagine, je rêve. Je rêve pour le Congo, je rêve pour l'Afrique. Je rêve, si je peux m'exprimer librement, je dirais que je rêve, des fois je suis là, je rêve de ce jour où les gens viendront au Congo, ils viendront en Afrique et ils verront comme un paradis sur terre. Ils n'auront rien à envier aux autres pays, ils n'auront rien à envier aux autres régions. Quand ils viendront ici chez nous, ils se demanderont mais où sommes-nous? On leur dira c'est au Congo, c'est en Afrique centrale. Waouh, c'est magnifique, c'est génial, c'est exceptionnel, c'est super. Oui, c'est mon rêve. Je rêve aussi de ce jour-là, de ce jour où nos enfants n'auront pas besoin d'aller étudier ailleurs, où tout le monde viendra étudier ici. Je rêve de ce jour où il fera bon vivre, ce jour où tout ne sera peut-être pas parfait,
bien sûr, mais au moins on pourra dire que franchement, on est fiers d'être chez nous, on est heureux, on est épanoui, on a tout ce qu'on veut avoir dans la vie. On n'a pas envie des autres, on n'a pas à rougir quand on regarde les autres. On est respecté, on nous respecte, on respecte les autres. Voilà. Je rêve de ce monde meilleur pour l'Afrique, pour le reste du monde. Surtout pour l'Afrique. Et je rêve de voir des Africains se lever et puis aller, en guillemets, conquérir les autres nations, aller influencer positivement les autres nations. Je rêve de cette Afrique qui se lève et qui gagne, et qui impacte et qui impulse le changement. Yves Castanou, merci. Je vous en prie. Yves Castanou est le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques ici au Congo. À la semaine prochaine. Au revoir.